Alors, je vais parler en français et je vais parler de la violence des femmes. C'est-à-dire que je vais redescendre à un niveau très terre-à-terre par rapport aux exposés qu'on a entendus jusqu'à présent. Mais tout d'abord, je voudrais remercier tous ces philosophes qui ont invité une anthropologue à venir parler devant eux. Et rappeler qu'en 1994, à la réunion de Cerisy, où déjà on parlait de la violence, j'avais proposé un texte sur violence et différence des sexes, dans lequel je disais que les femmes aussi sont violentes. Et ce texte a été publié et j'ai reçu beaucoup de critiques de la part de mes amis féministes. Et pourtant, je me déclare moi-même féministe. Comment tu parles de la violence des femmes, mais déjà on nous traite de sorcières, et donc ça va être épouvantable ce qui va nous arriver, etc. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, au moins européen, mais pas seulement, on le verra dans certaines des sociétés que j'étudie ici, les femmes sont des sorcières. Mais être une sorcière en Europe au XVIe siècle, par exemple, ça pouvait vous coûter le bûcher. Dans les sociétés que j'examine un peu plus loin, ça fait partie de la vie normale que d'être sorcier, sorcière et d'envoyer des sorts, mais on verra ça plus tard. Donc, je ne vais pas m'attarder, sauf pour donner quelques têtes de chapitre, sur la violence des femmes dans les sociétés patrilinéaires ou cognatiques, c'est-à-dire comme nos sociétés à nous, mais où existe une forte domination masculine. Cette violence, elle est très souvent réactionnelle, mais je voudrais juste rappeler que quand j'ai travaillé sur un village de Grèce qui était particulièrement violent, il y avait eu 3 meurtres de femmes qui avaient tué leur mari. Et je les avais analysés comme une réaction à la dureté et à la violence de ces maris sur elles. Et il m'a fallu pas mal d'années d'expérience de plus en anthropologie pour penser que peut-être ce n'était pas ça la raison qui les avait poussées à tuer leur mari. C'était peut-être leur frère ou leur père qui avait des problèmes d'héritage et de terre avec leur mari, qui avait poussé ces femmes à tuer leur conjoint, ce qui peut-être leur faisait plaisir à elles, mais n'était peut-être pas la motivation première. Tout simplement parce qu'en Grèce, d'une manière peut-être plus visible qu'en France, mais les tribunaux considèrent que les femmes ne sont pas vraiment conscientes de ce qu'elles font quand elles tuent. Parce que les femmes, c'est des mineurs, assimilés souvent aux fous ou aux enfants, mais en tous les cas, pas à des personnes totales, disons. Donc, ces 3 femmes, elles ont fait en tout 5-6 ans de prison, alors que si ça avait été un homme qui avait tué leur mari, il aurait eu la perpétuité. Donc, je raconte ça parce que quand on travaille sur la violence des femmes, on est confronté à des difficultés statistiques énormes, par exemple les statistiques du ministère de la Justice ou de la police, qui ont une très forte tendance à minimiser, euphémiser la violence des femmes. Néanmoins, les anthropologues trouvent de la violence dans les sociétés patriarcales, disons, et c'est suffisamment connu pour que je n'y revienne pas, la manière dont les belles-mères harcèlent leurs belles-filles, ou dans les mères ont des châtiments cruels pour bien élever leurs enfants. Et dans ces 2 cas, il s'agit évidemment que la société tolère un certain degré de violence de la part des femmes pour que la société ne change pas. Quand les belles-mères
contrôlent leurs belles-filles ou quand les mères contrôlent leurs enfants, c'est bien pour perpétuer un ordre social. Donc, la violence des femmes, même quand elle est réactionnelle, n'arrive pas à bouleverser l'ordre social. On le voit aussi dans des études sur, et c'est relativement nouveau, sur les violences entre coépouses en Afrique, où jusqu'à présent les anthropologues disaient ben oui, c'est normal, toutes ces femmes vivent ensemble, elles élèvent ensemble leurs enfants, etc. Donc il y avait une espèce d'irénisme qui régnait dans les études sur ces sociétés, et maintenant on s'aperçoit qu'il y a une très forte violence entre ces coépouses. Je n'entre pas dans le détail. Il y a dans la violence des femmes des choses qui sont absolument cachées, scotomisées. On ne veut pas en parler, on ne veut pas les voir, etc. Et là-dedans, il y a en particulier les femmes qui violent des enfants, les femmes pédophiles. Alors, il y a plusieurs raisons à au fait qu'on ne le voit pas. C'est que, premièrement, on pense que pour violer quelqu'un, il faut avoir un membre viril et l'insérer au bon endroit. Et donc, comment les femmes feraient-elles ça? Je ne sais pas si c'est l'influence des films érotiques lesbiens qui a donné des idées aux juristes qui ont transformé le code pénal. Toujours est-il que en 1992, le code pénal français a admis que le viol pouvait être le fait aussi de personnes utilisant des objets pour pénétrer le corps d'autrui. Donc, tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait des femmes violeuses et incestueuses. Évidemment, en nombre beaucoup moins grand, ou du moins repéré, beaucoup moins grand que les hommes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que depuis les années 2000, et parmi les féministes quand même, on se met à étudier les violences des femmes et à ne plus considérer que ça créerait du dommage à l'image des femmes dans la société. Et quelques études ont commencé à exister sur les femmes dans les corps armés, la police, l'armée, la gendarmerie. Et j'ai une étudiante, par exemple, qui travaille sur les femmes dans l'armée israélienne. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces travaux, sinon pour dire que dans l'armée, les femmes arrivent rarement à avoir des postes de commandement aussi élevés que les hommes, et qu'il leur a fallu, en Israël au moins, beaucoup d'années avant d'avoir le droit d'aller au combat. Dans la police, en France, on fait grimper les femmes très très vite dans la hiérarchie, parce que plus haut on est dans la hiérarchie, moins on va au contact de la société qu'on doit surveiller, protéger, etc. Et donc, on essaye là aussi d'éviter que les femmes ne se servent de leurs armes, etc. Mais du moins, on les promeut. Il commence aussi à y avoir des études sur les femmes dans les groupes terroristes. Et là encore, dans les groupes terroristes, on s'aperçoit que les femmes ont plutôt des rôles, disons, traditionnels, aider les combattants, le confort des combattants, le réconfort des combattants, etc. Mais on s'aperçoit, en lisant les journaux, en tous les cas, moi je ne connais pas d'études sur les femmes, enfin d'études anthropologiques, hein, sur les femmes tchétchènes ou talibanes. Il y en a sur la route armée fraction. Oui, oui. Brigade rouge. Oui. Je te donnerai des... Oui, oui, ça je sais. Mais à la différence, disons, de ces travaux sur les brigades rouges, et où les femmes avaient les mêmes rôles que les hommes, donc tuées aussi.
je me suis demandé, quand on a vu les premières femmes se faire sauter comme kamikazes, si elles y allaient de leur plein gré ou si c'était un moyen pour leurs frères de faire disparaître quelqu'un qui aurait entaché l'honneur de la famille. Parce que ce que j'avais vu, moi, en Israël, chez les Arabes israéliens, les Bédouins, c'est que depuis que la loi israélienne interdisait le sororicide pour cause d'honneur, les femmes, hélas, tombaient dans les puits. Elles sont si maladroites. Donc, je me disais peut-être que ces femmes qu'on envoie se faire exploser, c'est un moyen de récupérer l'honneur des familles en les envoyant faire le kamikaze. Mais j'ai l'impression qu'au moins depuis quelques années, les femmes sont volontaires, pas du tout pour des raisons d'honneur familial, mais pour des raisons de prise de parti politique, volontaires pour aller se faire sauter comme les hommes dans des entreprises kamikazes. Donc, là aussi, elles font une violence qui est certes contre elles-mêmes, mais très dévastatrice pour les ennemis. Mais tout ça, c'est encore une fois dans l'ordre patriarcal. Et est-ce que dans cet ordre patriarcal, on peut trouver quelque part des femmes violentes qui méritent le respect de leurs concitoyens? Il y a une étude qui est en train d'être menée sur les chefs de gangs de la drogue dans les favelas au Brésil et qui montre que ces chefs de gang sont très souvent des très jeunes femmes, des jeunes filles qui n'hésitent pas à jouer du revolver quand leur gang est mis en rivalité avec un autre et qui reçoivent le respect des garçons qu'elles tiennent souvent sous leur coupe et des autres gangs aussi. Donc, pourtant, le Brésil est un pays extraordinairement macho, ou du moins qui a cette réputation. Alors, qu'est-ce qui explique la violence de ces jeunes filles et jeunes femmes? D'après le doctorant qui travaille sur ces questions, ce serait le fait que, en étant violente de cette manière, elle se rebelle contre une double domination, la domination des garçons et la domination sociale, puisqu'elles viennent, elles, de ces lieux les plus pauvres du Brésil, où le seul moyen de s'en sortir économiquement, c'est d'être dans le trafic illicite. Voilà, un petit tableau de ce qui se fait actuellement comme recherche sur les femmes violentes dans nos sociétés ou dans les sociétés patrilinéaires, mais je me suis demandé qu'est-ce qui se passe dans les sociétés matrilinéaires qui sont réputées être beaucoup plus égalitaires que nos sociétés à nous. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que pour comprendre ce qui s'y passe, il faut prendre en compte le contexte politique dans lequel ces sociétés sont prises. Et à l'époque où des études anthropologiques ont été faites sur elles, elles étaient déjà très minées par la présence des missionnaires ou des blancs colonisateurs, que ce soit l'Australie pour la Nouvelle-Guinée ou les blancs pour les Indiens d'Amérique. Donc, il faut prendre en compte ce contexte politique qui est un contexte de contrainte et en particulier qui a supprimé la guerre intervillageoise qui a été remplacée
en tous les cas en Nouvelle-Guinée, par la sorcellerie. Et il faut prendre en compte aussi le fait que, à l'exception notable de Margaret Mead dans les années 30, les anthropologues étaient des hommes. Et que dans des sociétés où il y a éventuellement une ségrégation des sexes, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les sociétés matrilinéaires, mais enfin, où il est quand même moins facile pour un homme étranger d'entrer dans le monde des femmes, il n'avait pas une vision très très précise de ce qui se passait dans les maisonnées ou dans les maisons des femmes de ces sociétés. Et puis, une troisième chose à prendre en considération, c'est que ces ethnographies du début du XXe siècle ont souvent été refaites après la Seconde Guerre mondiale par des femmes qui, elles, avaient accès au monde des femmes et qui remettaient en cause les conclusions androcentrées de leurs prédécesseurs. Et ces femmes, disons dans les années 70-80, que ce soit Eleanor Leacock, Annette Weiner ou un peu avant Audrey Richards, toutes voulaient montrer, disons, pour reprendre un titre connu dans un autre contexte, celui des Maranes, l'excellence des femmes. Et pour montrer l'excellence des femmes, on montrait leur rôle dans la vie économique qui avait été plus ou moins passé sous silence par les hommes, on montrait leur rôle dans les rituels, mais on ne parlait certainement pas de la violence. Donc quand je me suis attaquée à cette question de la violence des femmes dans la société matrilinéaire, j'ai eu beaucoup de mal à atteindre des données un peu parlantes sur cette question. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est il y a des conflits entre les mères et les filles, et ça s'arrête là. Suivant divers procédés, on élimine le mari de la maison, on l'exclut, je veux dire pas, on ne le tue pas, mais les procédés ne sont pas décrits. Donc, j'ai pensé que un des axes par lesquels on pouvait essayer d'atteindre cette question de la violence des femmes était le mode de résidence. Parce que selon le mode de résidence, les femmes sont confrontées de plus ou moins près à un seul homme et sans soutien immédiat de leur matrilignage. C'est le cas par exemple à Kiriwina, donc chez les Trobriandais étudiés par Malinowski. La résidence est virilocale. Donc les femmes quittent leur matrilignage et vont habiter dans le village de leur mari. Il y a des résidences duolocales, comme par exemple à Dobu, qui a été étudiée par Fortune, et à Dobu, qui est une société extrêmement violente. J'y reviendrai tout à l'heure. Les gens habitent 1 an dans une maison construite par le mari dans le village de sa femme et 1 an dans son village à lui, dans une autre maison qu'il a construite aussi pour lui. Donc c'est duolocal et très violent, tant du côté des hommes que des femmes. Et puis il y a les sociétés dans lesquelles les femmes habitent dans des grandes maisons du matrilignage, avec leurs frères, leurs oncles, etc. Et les maris viennent habiter chez elles et sont contraints de travailler dur dans les jardins pour être sûrs de garder leur place d'époux, parce que s'ils ne travaillent pas suffisamment, ils sont renvoyés. Et c'est le cas, par exemple, chez les Hopis, qui était une société guerrière aussi, un peu plus douce, paraît-il, que d'autres sociétés tout autour, mais toujours est-il que devenue très, apparemment, paisible. Et il y a un dernier mode de résidence qui est celui où les femmes, enfin tout le matrilignage vit dans une grande maisonnée
mais il n'y a pas d'époux. Ce sont ces fameux Na de Chine, les sociétés sans père ni mari, où les relations sexuelles se font à l'occasion de visites furtives et nocturnes des hommes auprès des femmes. Ces visites furtives, comme elles ne doivent pas être vues par les autres membres de la maisonnée, elles sont... je veux dire, les femmes sont multipartenaires, elles peuvent d'ailleurs très facilement engager ce genre de relations à l'occasion de travaux agricoles, par exemple. Elles font savoir à tel ou tel garçon qu'elles seraient intéressées de les recevoir. Et les hommes passent par derrière, escaladent. Et s'il y a déjà quelqu'un, ils retournent en arrière. Mais donc, il se trouve que dans cette société, personne ne décrit de violence entre les femmes. En tous les cas, pas Kaiwa qui a écrit tout un bouquin là-dessus, mais cette société maintenant, elle est encadrée par la Chine populaire et qui a tenté de mettre fin à ce système et à obliger les nains à se marier. Donc en fait, il y a 20% de mariages dans ces villages. Ils sont nombreux, hein, ça représente environ 50 000 personnes. Oui. Non, c'est pas beaucoup pour la Chine, mais enfin, c'est quand même, ça fait du monde. Et il y a 20% de couples mariés. Et d'après Kaiwa, il y a un rituel pour les mariages où la seule violence ritualisée qu'on voit, c'est que les femmes du matrilignage courent après le fiancé et le frappent avec des épines, essayent de déchirer ses vêtements, mais pendant ce temps-là, les amis du fiancé apportent des fils de soie et des blouses et des choses très jolies à la famille de la mariée. Donc, bon, c'est tout à fait le genre de choses que Van Gennep nous décrit pour les villages européens. Donc, quand les hommes ne sont pas là, apparemment, ces sociétés ne sont pas violentes. Il y a quand même une femme qui a travaillé aussi, Madame Weng, sur ces Na de Chine, et qui dit parfois il y a des tensions entre les mères et les filles. J'ai oublié de vous dire que les chefs des maisonnées, ce sont des femmes, hein, chez les Na. C'est pas l'oncle maternel. Entre les mères et les filles, au moment où il y a surpopulation de la maisonnée et où il faut se scinder, mais elle ne décrit pas en quoi consistent ces conflits. Chez les Hopis, il y a aussi des traces, disons, de ce qu'on pourrait appeler une violence entre les mères et les filles. Mais chez les Hopis, les valeurs de la société, c'est la paix, la concorde, la gentillesse, le respect. Vous me direz, en France aussi, on a des valeurs de ce type. Mais enfin, là-bas, il paraît que c'est quand même mis en œuvre. C'est du moins ce que nous dit Alice Schlegel sur la base de ce qui a été reporté des Hopis, disons, dans l'entre-deux-guerres. Et elle a travaillé sur la socialisation des jeunes filles et remarqué que les garçons qui, eux, ont la responsabilité de tous les rituels publics et donc de tout ce qui est politique, en somme, sont habitués très petits à contrôler leur agressivité. Alors que les filles, elles ont le droit, par exemple, d'être insolentes, etc., jusqu'à la puberté. Au moment de la puberté, tout d'un coup, on les oblige d'abord à travailler beaucoup dans le matrilignage, et ensuite, il devient interdit de se rebeller, de mal parler à sa mère, etc. Ce qui n'est pas facile pour ces filles, qui par ailleurs ont la responsabilité de se trouver un mari. Si elles ne se trouvent pas de mari, elles sont considérées comme des moins que rien,
l'honneur du matrilignage est en cause, et à ce moment-là, il y a, paraît-il, des suicides de jeunes filles. Donc, violence tournée contre soi-même quand on n'arrive pas à atteindre les buts que la société vous impose. Mais Schlegel nous dit, quand elles veulent se rebeller, donc entre le moment où elles atteignent l'âge de la puberté et celui où elles se marient, on les punit en les privant de sortie. Et être privé de sortie, c'est très grave, parce que comment vont-elles trouver un mari si elles ne peuvent plus sortir? Ça, c'est des premiers aspects de la punition. Et l'autre, c'est leur oncle maternel leur parle. Mais impossible de savoir ce que l'oncle maternel dit. Donc, on voit que les rapports qu'on a sur cette société montrent une violence très, très euphémisée. Je veux bien croire qu'elle n'existe pas, j'espère. Je me dis que peut-être dans des sociétés matrilinéaires où les hommes n'ont pas la prééminence sur l'ensemble de la vie sociale, les gens ne sont pas violents. Mais quand même, il s'agit d'une société où ce sont les hommes qui règlent les affaires politiques et les cérémoniales publiques. Et donc, j'ai des doutes sur cette absence totale de violence. Alors, chez les Debout, donc où la résidence est due au local, tout le monde est très très violent. Mais il faut dire que... j'ai encore combien de temps? 3 minutes. Juste le temps de parler des Debout. Alors. Juste avant l'arrivée des missionnaires et des Australiens, les villages de Debout vivaient en guerre perpétuelle. Et ils vivaient aussi, comme d'ailleurs à Kiriwina, chez les Trobriandais, avec un interdit absolu de se marier dans son clan matrilinéaire. Donc les clans matrilinéaires sont exogames et on ne peut par conséquent se marier que dans des villages ennemis. Donc, pendant l'année où un mari vit avec sa femme dans le village de sa femme, il n'a qu'à bien se tenir, parce que les parents matrilinéaires de la femme... Or, il ne se tient pas nécessairement très bien. Pourquoi? Parce que même si on ne peut pas se marier dans son clan, on peut avoir des relations sexuelles avec des gens de son clan, c'est quand même plus sympathique qu'avec son mari. Donc, il y a beaucoup d'adultère. L'adultère est très bien admis à condition d'être caché. Mais si un adultère est révélé, à ce moment-là, ça devient très grave. Et le seul moyen pour un homme de se venger de l'adultère de sa femme, c'est de s'empoisonner ou de se jeter du haut d'un palmier. Ça crée évidemment quelques petits problèmes d'honneur aussi, tout ça, si bien que si un homme se pend ou se laisse tomber du haut d'un palmier ou avale du poison, sa femme n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'en faire autant. Donc le suicide était un mode de règlement des problèmes intraconjugaux, et qui était valable aussi quand le couple allait habiter virilocalement, parce que là, c'est l'homme qui pouvait avoir des affaires avec ses sœurs classificatoires, et même chose, suicide, empoisonnement, etc. Et maintenant qu'il n'y a plus la guerre, mais on est quand même des ennemis des villages d'à côté, tout le monde est considéré comme sorcier ou sorcière, et la sorcellerie règle énormément toutes les questions du malheur, la maladie, la pauvreté, etc. Or, Debout est une île très pauvre, et donc quand même être traité de sorcière n'entraîne pas de violence autre qu'imaginaire, c'est-à-dire sorcellerie contre sorcellerie. Ça n'entraîne pas des suicides et des choses aussi graves que l'adultère. Et donc,
je vais m'arrêter là parce que ce que je voudrais dire, c'est que finalement, on s'aperçoit que non, il y a quand même aussi quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que on est mal documenté finalement sur ces sociétés matrilinéaires, même dites extrêmement égalitaires, comme par exemple les Montagnais Naskapi, qui ont été étudiés par Eleanor Leacock sur la base de ce que racontaient les jésuites qui, entre le 16e et le 18e, ont christianisé les Indiens du Labrador. Et il y a un jésuite qui dit, par exemple, donc c'était des sociétés qui faisaient la guerre, qui dit, il y a des femmes chamanes qui ont beaucoup de pouvoir. Bon, dans ces sociétés-là, les hommes et les femmes étaient chefs de clan, chamans, etc. ont beaucoup de pouvoir et d'ailleurs elles sont violentes. La preuve, c'est que quand j'ai voulu éviter la guerre entre les Montagnais et les Iroquois, une femme chamane est venue avec son couteau et m'a dit « Si tu continues à t'interposer, je te tue ». Et il y a un autre jésuite qui, à la même époque, dit « On ne peut pas rêver une société plus douce où les gens soient plus tolérants les uns envers les autres, etc. » Donc, c'est vrai qu'on a vraiment peu de données fiables, ou en tous les cas suffisamment exploitées à la manière des historiens, parce que nous, les ethnologues, on n'est pas vraiment des historiens, pour pouvoir savoir ce qu'il en est exactement de la violence dans cette société, en particulier de la violence des femmes. Donc moi, ce que je proposerais, c'est qu'on fasse un projet de recherche de 3-4 ans, avec une bonne dizaine de chercheurs, pour étudier toutes les sociétés matrilinéaires, qu'elles soient égalitaires, pas égalitaires, parce qu'il y a beaucoup de sociétés matrilinéaires à domination masculine, hein. Celles-là, je ne les ai pas regardées pour aujourd'hui, mais où on peut imaginer que la violence des femmes est réactionnelle comme dans nos sociétés à nous. Mais voilà, il y a un beau programme de travail pour les années à venir. Merci.